que nous ne sommes pas partis en Chine pour des négociations portant sur des contrats. Le ministre des Finances vous donnera, le cas échéant, plus de précisions sur cet aspect. Mais bien dit, chers collègues, l'objectif de la mission en Chine n'était pas de signer des contrats. C'était de relancer la coopération entre les deux pays, la coopération bilatérale, sachant que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rencontre au sommet. Le vice-premier ministre parle de 1972, où il était en première année d'université. Moi, j'étais en première année primaire. Ben moi, je n'étais pas né. Et lui n'était pas né. 10 ans avant ma naissance. On a la chance de représenter 3 générations différentes ici. En effet. Et donc, ça veut dire qu'il fallait redonner un nouveau souffle à cette coopération qui est extrêmement importante. La Chine, aujourd'hui, est un des principaux acteurs sur le plan économique à l'échelle mondiale et premier investisseur en République démocratique du Congo. Ça, c'est la réalité. Nous avons donc un partenaire majeur. Et nous avons également, en toile de fond de cette visite, il y avait bien entendu quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet des discussions. Ces différends ont été traités avant d'aller en Chine, et le principal d'entre eux, avec TFM, avait déjà été résolu. Il reste celui avec Sicomine, qui est en cours de résolution. Une commission a été mise en place pour cela. Les discussions se poursuivent. Mais il était important de poser le cadre dans cet esprit de renouveau dans la relation bilatérale. Et ce cadre a été posé avec tous les principes que vient de rappeler le vice-premier ministre. Gagnant-gagnant, respect de la souveraineté, un pays ouvert mais pas offert, et auquel on peut ajouter un principe important qui est revenu tout le temps dans la discussion qu'on a eue à différents niveaux, c'est celui d'un partenariat multiple, triangulaire, avec les deux parties, Chine, RDC, et auquel nous souhaitons associer d'autres parties, parce que nous sommes complémentaires. Et ce souhait a été exprimé aussi bien par la Chine que par la République démocratique du Congo, de voir comment nous pouvons avoir des partenariats triangulaires, là nous pouvons les avoir, dans l'intérêt mutuel. Partenariat triangulaire, entendait RDC, Chine, États-Unis, Europe ou Afrique, selon le cas. Donc toutes les deux parties ont exprimé de manière répétée ce souhait d'avoir des partenariats triangulaires. Et donc nous pensons que c'est une nouvelle voie qui est ouverte et nous pensons que cela va donner lieu à de nouvelles initiatives en termes d'investissement. Pour qu'on ne revienne pas. Je l'ai disais il y a quelques jours d'ailleurs sur le plateau de France 24 que les services de renseignement communiqueront à propos. Je pense qu'ils ont fait la communication. Il y a une procédure qui suivra. Je ne suis pas magistrat, j'en ai un à ma droite. Je crois qu'il faut laisser les enquêtes suivre leur cours et aller donner du résultat. Par contre, si je peux me permettre un commentaire sans aller dans le fond de ce qui a été dit, vous avez vu qu'au cours de ma prestation sur France 24, j'avais clairement relevé le fait que l'un des candidats de 4 d'ensemble n'avait pas clairement cité le Rwanda depuis les débuts de cette crise. On m'a traité des menteurs, il y a eu tous les noms et toutes les critiques. Heureusement que j'ai un ange gardien qui me protège. Mais cela dit, il a été défendu par l'armée numérique du Rwanda. Ils ne se sont pas cachés. À renfort des trolls, je ne voudrais pas leur faire leur publicité en citant les noms. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent et ça paraît bien suspect. Dans un contexte où nous sommes tous en train de nous battre pour mettre fin à la guerre d'agression, que lorsque j'attire l'attention de quelqu'un qui se présente comme un candidat, donc potentiel président de la République, qui doit avoir une stratégie claire, d'abord dans la compréhension du problème. On n'est pas agressé par les M23. Je n'ai pas besoin de connaître le droit international pour savoir que c'est un pays qui peut agresser un autre, pas un groupe armé. Lorsqu'on fait cette analyse, c'est pour vous permettre justement d'avoir une vision plus précise et de bien expliciter votre pensée sur votre stratégie pour amener la paix à l'est du pays. Ce n'est pas vous offrir un prétexte pour montrer qu'en réalité vous êtes excellent dans les insultes et vous faites appuyer
par l'armada de ceux qui combattent la RDC. Ça pose évidemment des questions. On attendra les résultats de l'enquête. Il n'est pas de bon droit pour nous, gouvernement, de commenter cela. Là-bas, c'est que nous avons demandé aux chargés d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais, parce que vous avez suivi, ce sont les troupes régulières qui ont bombardé le campus universitaire pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité conformément à nos traditions aux côtés de leurs membres des familles. Et le gouvernement s'emploie à cela. Par ailleurs, il faut préciser également, parce qu'on peut se demander mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio. Nous avons fait un message sur les réseaux sociaux à tous les Congolais habitant le Soudan de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions. Vous avez vu que, par exemple, que les journalistes sont arrivés ici. Qu'est-ce que je dis? Les joueurs qui étaient avec Florent Ibenge, et je crois que la semaine passée, on a réussi à les rapatrier avec les moyens débloqués par le gouvernement au niveau de l'ambassade, parce que sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ces lots, parce qu'il faut payer les minibus et les gros bus à la frontière, et ça fait une longue distance pour quitter la frontière et arriver au Caire, prendre l'avion. Et nous étions dans ce processus-là. Ceux qui se sont trouvés à l'université, en fait, ils étaient là. D'ailleurs, on verra dans les images, il y en a des gens qui nous lançaient un appel à nous, le gouvernement. Évidemment, c'était venu après, mais les dispositions étaient en train de se prendre pour multiplier le nombre de bus qui devaient prendre nos compatriotes de la frontière soudanaise jusqu'à la ville, je crois, d'Assoua, et de là, l'avion jusqu'à Kinshasa. Donc nous continuons cela. Malheureusement, bon, ce qui est arrivé là, et ce qui nous fait très mal, c'est que ce sont les forces régulières qui ont largué des bombes, sachant que bon, il y a des étrangers là-bas. Et voilà, pour les familles, on a lancé des communiqués avec des noms. Tout à fait. Pour que les familles se déclarent au ministère, que nous voyons comment intervenir pour organiser les obsèques de nos compatriotes qui sont morts au Soudan. Voilà, c'est entre les ministres concernés, les sectoriels des deux pays, mais aussi, vous avez beaucoup entendu parler de ce que nous on a appelé partenariat global et stratégique, parce qu'avec cette puissance mondiale, nous tenons à relancer notre coopération. Il y a eu des choses, des spéculations qui ont été faites avant le départ, tendant à réduire la portée de cette visite historique à la renégociation, à la discussion autour du contrat. Ce n'était pas le cas. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le détail avec, évidemment, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit la délégation ministérielle, mais aussi avec le ministre des Finances, parce que vous savez qu'il était aussi question d'économie et des finances. Mais dans la même veine, vous avez suivi récemment qu'il y avait des réunions des chefs d'État, notamment à Luanda. Le vice-premier ministre aura l'occasion de nous faire le point sur la situation à l'Est et les efforts diplomatiques en cours. Avec le ministre des Finances, nous pourrons revenir sur des questions qui, malheureusement, ne devraient pas susciter des vagues tant à les susciter. Sur la question de Primera, il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées à ces sujets. Voilà pour planter le décor de cet exercice de redevabilité. Tout de suite, Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie parce que vous êtes, vous deux d'ailleurs, des habitués de cet exercice parce que la redevabilité, nous en avons fait une marque déposée pour marquer la différence justement avec les gouvernements précédents. Et aujourd'hui, nous revenons, Monsieur le vice-premier ministre, pour que vous puissiez nous dire en liminaire ce qui s'est passé en Chine. Vous pourrez, sur des aspects évidemment spécifiques, être complété à ce propos par le ministre des Finances. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'associe à ces salutations du soir que vous avez adressées aux femmes et aux hommes de médias
que nous adressons au nom du gouvernement de la République et du chef de l'État à l'ensemble de notre peuple. Et vous avez bien souligné déjà dans la présentation que nous ne sommes pas partis en Chine pour des négociations portant sur des contrats. Le ministre des Finances vous donnera, le cas échéant, plus de précisions sur cet aspect. Mais oubliez les négociations en ce qui concerne notre voyage qui a précédé la visite d'État du président en Chine. Il faut peut-être jeter un regard sur l'histoire de notre pays depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui pour mieux comprendre le sens de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. En effet, en 72, je vous apprends qu'en 72, j'étais en première année en droit. Le président Mobutu est allé en Chine. Il a effectué une visite d'État, la première depuis l'indépendance, et par la suite, nous avons établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Très rapidement, c'était l'embellie, il y avait une coopération qui marque la mémoire des Congolais aujourd'hui, particulièrement à travers le palais du peuple, parce que l'Ancélé, où il y a eu de construction, notamment la fameuse pagode, tout a été détruit. Malheureusement, nous n'avons pas entretenu la mémoire de l'histoire sur ce point précis. Dans d'autres contrées de la République, par exemple chez moi, il y avait même des Chinois pour cultiver le riz. Et ça continuait jusqu'au moment où, si vous voulez, dans la foulée de la fin du régime du président Mobutu, cette coopération s'est étiolée et est entrée en période, je ne dis pas d'hibernation, en veilleuse. Il y a eu même la coopération aussi sur le plan militaire. Est arrivé le président Joseph Kabila, qui a repris le chemin de l'Empire du Milieu, le chemin de la Chine, et on a connu ce qu'on a appelé le contrat du siècle, c'est-à-dire minerai contre infrastructure. Bon, nous sommes à Kinshasa, les travaux sur le boulevard Lumumba, les travaux sur le boulevard du 30 juin, le stade de Martyrs, je crois qu'il s'est terminé sous le président Kabila. Bon, actuellement, il y a la construction qui avance, qui va se terminer, je crois, un centre commercial à côté, en face du Palais du Peuple. Centre culturel. Centre culturel, merci beaucoup. Il y a tout le complexe administratif en face du Palais du Peuple, à côté de la police. Ça, c'est aussi la Chine. Mais à un moment donné, vous avez remarqué que ça s'est arrêté. Et du côté économique, il y a eu ces communes, il y a eu Tenke Fugurume et d'autres éléments de coopération, de partenariat. Là aussi, par la suite, parce que ça a évolué en dents de scie, d'une manière tout à fait discontinue, et c'est revenu en bas, ça a baissé. C'était comment dirais-je, la baisse des activités de partenariat avec la Chine. Arrive le président Tshisekedi, qui hérite de cette situation, et qui hérite aussi d'un certain nombre de contrats, particulièrement, parce que c'est connu de tout le monde, le dossier, le contrat de partenariat SICOMIN, le partenariat TFM, qui y ont soulevé un certain nombre de problèmes. On a vu sur le terrain aussi nos compatriotes qui travaillent dans ces initiatives-là, des problèmes. On a eu aussi d'autres problèmes avec nos partenaires chinois qui sont à travers la République. Ce n'est pas ça l'objet de la rencontre. Ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Et là aussi, le président a donné instruction pour qu'on négocie avec les sociétés concernées pour rééquilibrer les rapports, pour véritablement faire le partenariat dans un rapport de gagnant-gagnant. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, dans l'entretemps, le président a eu des entretiens avec le président chinois Xi Jinping.
Dans l'entretemps aussi, la Chine, il faut le dire, il faut le reconnaître, nous a soutenus dans cette agression que nous a fait subir le Rwanda avec ses affidés du M23. Aux Nations Unies, la Chine a été parmi les pays, et est toujours, qui ont toujours soutenu la cause de la RDC, et c'est le ministre des Affaires étrangères qui vous parle. Je sais de quoi je parle, et je crois que de ce point de vue-là, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire, sinon à constater que la Chine a toujours été avec nous. Bon, nous sommes dans la période de transition énergétique, vous le savez, et il y a aussi un intérêt important manifesté par la Chine par rapport aux initiatives à prendre, notamment en ce qui concerne nos minerais stratégiques, particulièrement la production de batteries électriques et ainsi de suite. Et même dans ce domaine-là des changements climatiques, notre collègue de l'environnement, Mme Eve Bazaïb, est passée par ici. Il vous a dit certainement qu'il y a eu aussi des initiatives communes prises avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Indonésie. Donc, il y a un espace d'intersection, un espace de jonction, un espace de partenariat qu'il convient de consolider. Voilà la toile de fond qui explique qu'en dépit de la guerre, et je dirais même parce qu'il y a guerre, il faut renforcer les piliers économiques. Il faut renforcer les piliers, si vous voulez, de la valorisation de nos ressources naturelles pour qu'elles deviennent des atouts, qui deviennent des éléments de construction d'un avenir matériel, de l'amélioration de conditions de vie de nos populations. Et de ce point de vue-là, un pays ne s'arrête pas. Qu'on se rappelle tout de même que l'Allemagne a eu sa grande période de croissance à l'époque, pendant la guerre. Le Volkswagen, paraît-il, d'après ce qu'on nous a appris, a été inventé, monté pendant cette période-là. Et la puissance militaire, c'est pendant cette période-là. Ce n'est pas ça notre objet, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on ne pense pas au développement économique et social de notre pays. Et c'est comme ça que, de commun accord par la voie diplomatique, il a été convenu que le président effectue cette visite d'État précédée par une délégation ministérielle dont j'ai eu la charge d'assurer la direction, de conduire aux discussions. Nous étions là-bas, pratiquement 5 ou 6 ministres, si je ne m'abuse. Ça ne sert à rien de donner des détails, il faut aller à l'essentiel. Et nous avons discuté. Mais il faut que je vous rappelle les principes de base de notre partenariat avec la Chine ou avec d'autres pays du monde. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi tient mordicus à ces principes-là. Le premier principe, il faut qu'on le sache, le Congo est un pays ouvert et non offert. Il y va de son histoire, de sa géographie. Rappelez-vous la gâchette du revolver Afrique de France Fanon et l'ouverture qui est liée aussi à sa place stratégique en tant que pays qui regorge de ressources naturelles importantes pour l'avenir de l'humanité. C'est notre collègue, Mme Bazaïba, qui a l'habitude de parler pays solution, par exemple, en matière d'environnement. Donc, nous travaillons, nous coopérons avec nos partenaires. Et il y a une phrase du président Tshisekedi à la conférence diplomatique, il a dit « Nous avons des partenaires traditionnels, mais nous nous employons à avoir d'autres partenaires qui vont travailler avec nous comme les partenaires traditionnels. » Référez-vous à son discours d'ouverture de la conférence diplomatique. Un autre principe, non moins important, le président a dit devant le corps diplomatique, je crois fin janvier, j'oublie la date exacte, cette année, que les générations d'hier, d'aujourd'hui et de demain, aucune de ces générations n'a cédé, ne cède et ne cédera jamais un mètre carré de notre pays pour servir de colonie d'exploitation ou de peuplement.
Ça, c'est le président qui l'a dit. La référence du discours, elle est là, vous pouvez consulter. Le cinquième principe, c'est que nous avons besoin, je vous l'ai dit, de valoriser nos matières premières, nos ressources naturelles qui sont nombreuses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et le président tient à ça, il a dit plusieurs fois, il n'est plus question pour nous de servir des réservoirs de matières premières. Non, nous voulons que toutes nos ressources, toutes nos matières aient de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous attendons de nos partenaires, d'où qu'ils viennent, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, je ne sais pas encore, de la Lune, que les investissements se fassent dans l'exploration, pour ne pas dire l'identification de nos potentialités, l'exploitation, la production et pourquoi pas dans la commercialisation. Donc, investir dans toute chaîne de valeur pour que nos produits aient exactement, je m'excuse la tautologie, de la valeur ajoutée qui nous rapporte ce qu'il nous faut pour le développement. Ça, nous l'avons dit aussi à nos partenaires chinois, que sur ce point-là, nous sommes intraitables. Évidemment, le dernier principe, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant signifie ceci, qu'ils arrivent avec leur technologie, leur argent. OK, nous avons la main-d'œuvre, nous avons les potentialités que l'on connaît, on travaille ensemble, ils ont leur compte, nous avons notre compte pour notre population, le peuple d'abord. Voilà. Et avec les Chinois, c'est un peu encore plus amical, plus, j'allais dire, plus rapproché, parce qu'ils ont aussi leur slogan à eux, un peu comme qui dirait tout pour le peuple. Bon, ça c'est du point de vue des rapprochements philosophiques, de philosophie de la vie. Et donc c'est à partir de ces principes-là que nous avons discuté avec nos amis chinois. Par la suite, on va vous donner un peu la substance de nos conclusions, mais le ministre de la Communication vous a dit, on a signé un certain nombre de mémorandas d'entente mutuelle, quelques accords. Dans mon secteur, il y a eu un accord de coopération générale, il y a eu aussi un accord d'institution des mécanismes de collaboration, de suivi par les deux ministères des Affaires étrangères, chinois et congolais. D'autres documents, instruments juridiques ont été signés dans le domaine du numérique, de l'environnement, dans le domaine des médias aussi, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, en matière de finances, d'économie, en manière générale, je crois que le collègue ministre des Finances, Nicolas Kazadi, va vous en parler de plus belle. Et le président a fait certaines visites sur le chantier pour voir exactement, par exemple, chez Huawei, par exemple, il est allé à Shanghai, oui, à Hong Kong, pour voir un peu comment, concrètement, nous pourrions avancer. Mais ce qui reste, je l'ai déjà dit ici sur le plateau, il ne suffit pas de signer des instruments juridiques de coopération. Encore faudra-t-il deux choses. La première, qu'au niveau du gouvernement, il y ait des projets précis à soumettre à nos partenaires. Et aussitôt qu'on est rentré ici, je crois le lundi ou le mardi, aux affaires étrangères, nous avons dispatché la déclaration conjointe qui est ici et les instruments à notre possession au ministère sectoriels qui sont concernés pour des initiatives que nous appelons rapidement à soumettre au président de la République et au Conseil des ministres. Deuxième condition, que les Congolais et les Congolaises prennent aussi des initiatives. Nous sommes dans une économie libérale, et évidemment, on n'entre pas dans les discussions du libéralisme sauvage ou que sais-je encore, mais c'est un secteur privé dynamique, nous en avons besoin. L'État trace le cadre, crée ce qu'on appelle généralement le bon climat des affaires, s'occupe des infrastructures, encore que même dans les infrastructures aujourd'hui, le secteur privé intervient dans des partenariats avec l'État. Il y a plusieurs formules de concession de services publics, que sais-je encore. Il faut du côté
de Congolais et de Congolaises, il y ait des hommes audacieux, des hommes qui ont de l'imagination, qui créent des richesses, qui créent des emplois. C'est très important. Je tenais à souligner, au nom du chef de l'État et du gouvernement, ces deux impératifs, et je pense que les Congolais qui le suivent en ont grandement conscience. Voilà ce que vous voulez donner. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots introductifs. Je rappelle que le Président de la République avait eu l'occasion de rencontrer la communauté congolaise dans une ambassade pleinement rénovée. Félicitations, Monsieur le Vice-Premier ministre. Notre ambassade en Chine nous reflète. Et au cours, justement, de ces discussions, des compatriotes ont soulevé plusieurs préoccupations, notamment liées au transfert des fonds et d'autres difficultés qu'ils rencontrent en Chine. Le Président de la République a eu l'occasion de soulever ces questions avec son homologue et cela sera travaillé, Monsieur le Vice-Premier ministre, dans le cadre de la commission que vous dirigez dans la partie congolaise où toutes ces questions pourront être allées étudiées dans le détail. Monsieur le ministre des Finances, beaucoup de Congolais s'attendaient à avoir des contrats au terme de cette visite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'il en était au plan économique, mais aussi et surtout, pourquoi tout le monde pensait que c'était TFM et SICOMIN les sujets principaux de la visite d'État? Vous avez la parole. Oui, vous l'avez bien dit, chers collègues, l'objectif de la mission en Chine n'était pas de signer des contrats. C'était de relancer la coopération entre les deux pays, la coopération bilatérale, sachant que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rencontre au sommet. Le vice-premier ministre parle de 1972, où il était en première année d'université. Moi, j'étais en première année primaire. Ben moi, je n'étais pas né. Et lui n'était pas né. 10 ans avant ma naissance. On a la chance de représenter 3 générations différentes ici. En effet. Et donc, ça veut dire qu'il fallait redonner un nouveau souffle à cette coopération qui est extrêmement importante. La Chine, aujourd'hui, est un des principaux acteurs sur le plan économique à l'échelle mondiale et premier investisseurs en République démocratique du Congo. Ça, c'est la réalité. Nous avons donc un partenaire majeur. Et nous avons également, en toile de fond de cette visite, il y avait bien entendu quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet des discussions. Ces différends ont été traités avant d'aller en Chine, et le principal d'entre eux, avec TFM, avait déjà été résolu. Il reste celui avec SICOMIN qui est en cours de résolution. Une commission a été mise en place pour cela. Les discussions se poursuivent. Mais il était important de poser le cadre dans cet esprit de renouveau dans la relation bilatérale. Et ce cadre a été posé avec tous les principes que vient de rappeler le vice-premier ministre. Gagnant-gagnant, respect de la souveraineté, un pays ouvert mais pas offert, et auquel on peut ajouter un principe important qui est revenu tout le temps dans la discussion qu'on a eue à différents niveaux, c'est celui d'un partenariat multiple, triangulaire, avec les deux parties, Chine, RDC, et auquel nous souhaitons associer d'autres parties, parce que nous sommes complémentaires. Et ce souhait a été exprimé aussi bien par la Chine que par la République démocratique du Congo, de voir comment nous pouvons avoir des partenariats triangulaires, là nous pouvons les avoir, dans l'intérêt mutuel. Partenariat triangulaire entendait RDC, Chine, États-Unis, Europe ou Afrique, selon le cas. Donc toutes les deux parties ont exprimé de manière répétée ce souhait d'avoir des partenariats triangulaires. Et donc nous pensons que c'est une nouvelle voie qui est ouverte et nous pensons que cela va donner lieu à de nouvelles initiatives en termes d'investissement. Pour qu'on ne revienne pas, on va même au-delà. Si vous lisez la déclaration que nous avons conclue avec les Chinois, un partenariat non exclusif. Absolument. Bien noté, non exclusif. Ça veut dire, première dimension, chaque partenaire est libre de conclure d'autres partenariats avec d'autres partenaires. Deuxième dimension, le partenariat, et c'est de cela dont parle tout justement monsieur le ministre des Finances, un autre partenaire peut s'ajouter au partenariat bilatéral et ça devient trilatéral ou triangulaire. Voilà. Alors, ce qui est important de souligner également, c'est que ça a été l'occasion de rappeler certains principes essentiels dans la relation économique.
Nous sommes convergents dans les objectifs de lutte contre la corruption, ça a été rappelé et réaffirmé, dans le souci de respecter certaines normes, des normes fiscales, des normes sociales, des normes environnementales. Et donc, nous avons appelé à ce que les entreprises chinoises qui exercent dans notre pays soient beaucoup plus engagées dans le respect de ces normes. Et nous avons pris l'engagement de faire un effort pour apporter plus de visibilité, plus de lisibilité et de prévisibilité dans l'environnement des affaires et notamment par rapport aux questions fiscales. Donc c'était vraiment l'occasion d'un renouveau, d'une rectification, d'une clarification, avec une volonté affichée et affirmée d'aller plus loin et de faire mieux là où on peut faire mieux. Un point important également dans le cadre de cette coopération économique, c'est que nous avons terminé la visite présidentielle par l'étape de Hong Kong. Comme vous le savez, Hong Kong a un statut spécial dans la Chine et Hong Kong est aujourd'hui un hub financier très important au niveau mondial. Alors, nous avons eu des discussions avec les autorités de Hong Kong, avec la bourse de Hong Kong, et nous nous sommes rendus compte que Hong Kong était aussi important pour nous, pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes le 8e partenaire économique de Hong Kong, notamment à travers la bourse. Et cette bourse de Hong Kong vient de racheter la bourse, le LME, la London Metal Exchange, qui est la principale bourse des métaux que nous exportons. Et donc, nous sommes liés à Hong Kong autant que nous sommes liés à la Chine. Et donc, c'était important d'établir cette connexion. Et nous avons ouvert de nouvelles voies de collaboration. Dans quelques semaines, je vais envoyer à Hong Kong une équipe financière qui va travailler avec la bourse de Hong Kong pour voir comment on peut établir des ponts, comment on peut profiter de leur expérience pour approfondir notre système financier. Nous allons également organiser dans les prochaines semaines ou mois, nous allons organiser ce qu'on appelle un roadshow, c'est-à-dire nous allons aller parler au secteur financier de Hong Kong, aux investisseurs qui sont établis à Hong Kong, sur toutes nos perspectives ici économiques qui vont dans le sens de la réalisation de nos grands engagements économiques, la diversification, l'approfondissement financier, le secteur des assurances et autres. Donc cette étape d'Hong Kong, qui était la dernière de la visite présidentielle, a été extrêmement importante sur le plan économique. Voilà en résumé quelques éléments importants. Peut-être qu'il faut aussi souligner un mot-clé qui est revenu souvent dans les discussions qu'on a eues, c'est celui de coopération pragmatique. C'est un mot qui a été repris plusieurs fois par la partie chinoise et qui traduit notre souhait. C'est que dans la manière de mettre en œuvre cette coopération, nous devons faire un effort pour être pragmatique, pour bien répondre aux problèmes, pour bien toucher les objectifs que nous poursuivons. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que nous sommes en train de revoir la convention avec SICOMIN, toujours dans un esprit de pragmatisme pour arriver à des résultats et pour répondre aux besoins des parties, mais dans un esprit gagnant-gagnant, comme cela a été si bien dit. Donc voilà, en résumé, quelques éléments clés de l'aspect économique de la visite présidentielle, qui était une visite haut en couleur et une visite qui nous a fait découvrir une nouvelle Chine, une Chine que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous avons eu l'occasion, par exemple, de visiter le musée du Parti communiste chinois, qui retrace l'histoire de ce parti et l'histoire de ce pays, sa lutte pour la reconquête du territoire chinois, la reconquête de l'économie. Et nous nous sommes rendus compte que ce pays avait rencontré beaucoup de défis similaires aux nôtres. Même si nous n'avions pas le même système politique, eh bien ce pays a fait face à des luttes contre des invasions, des luttes contre des ingérences extérieures. C'était une longue marche qui a conduit à la création de ce pays à l'époque de Mao, qui aujourd'hui est en train de devenir l'une des premières puissances économiques à l'échelle mondiale. C'est un véritable miracle, la transformation qu'a connue ce pays, mais ça nous a montré à quel point cela est possible et cela doit nous inspirer en tant que pays en développement, parce qu'eux aussi se réclament encore être un pays en développement et nous devons nous en inspirer pour suivre un chemin similaire. Voilà. Alors, le président Xi avait dit la Chine, c'est les plus grands pays en développement, alors que l'Afrique compte le plus grand nombre de pays en voie de développement.
Voilà. Tout à l'heure, mes collègues ont utilisé une expression ouvert mais pas offert. On va s'ouvrir à vous, mais on ne va pas s'offrir à vous pour les questions qui vont nous permettre d'aller dans le détail. Mais je voudrais rappeler que l'esprit qui a caractérisé la discussion entre les deux parties prévoyait, par exemple, que tout différent, ces règles dans l'amiable, dans un esprit amical, ça veut dire qu'on s'abstiendrait de recourir aux arbitrages et aux différentes juridictions. C'est aussi cela l'esprit du nouvel accord. On va commencer la série des questions. Je souhaiterais que nous puissions être brefs, concis et précis pour nous permettre de gérer le temps. On va commencer avec Faustin Koudiassana. Ensuite, ce sera Pichu Mulumba et Ange Kassongo. Vous pouvez déjà progressivement avancer. Merci Excellence pour la parole. J'ai juste quelques petites questions d'abord au ministre des Finances. Vous félicitez d'avoir été en Chine. On sait qu'avec la Chine, on a signé un accord en 2008 qui était basé sur le principe des mines contre infrastructure. Et cette fois-ci, vous innovez en allant beaucoup plus au-delà avec un accord que vous qualifiez de global et stratégique. On sait qu'en matière de relations internationales, généralement, les principes, c'est les donner, les recevoir. Qu'est-ce que la RDC apporte dans cet accord et qu'est-ce que la RDC espère tirer, évidemment, du nouvel accord que vous avez conclu avec la Chine? Et en passant, juste une question bonus pour le ministre des Finances. On sait que ça brûle dans les régies financières. On vous accuse d'avoir perturbé les règles des jeu en pleine compétition avec la prime de plus-value. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pouvez, ne serait-ce que lancer un message d'apaisement? Au vice-premier ministre des Affaires étrangères, vous venez d'être à Luanda. Excusez-moi d'aller un peu au-delà de la Chine. Il y a le processus de Nairobi qui était là. Il y a le processus de Luanda. Et vous avez annoncé une quadripartite pour le 23 juin. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de toute cette gymnastique diplomatique? Et si vous permettez, monsieur le porte-parole, juste une question bonus aussi au ministre des Affaires étrangères. Je me souviens dernièrement, vous venez de jeter les ponts avec la Chine, mais il y a tout récemment avec le G7, le président américain avait lancé, c'était presque une menace, que non, on ne peut pas accorder à la Chine les droits d'user de tous les minéraux stratégiques que nous on a besoin. Vous venez de conclure un nouvel accord avec la Chine. Est-ce que vous ne craignez pas que quelque part la RDC soit au centre de la confrontation entre l'Occident et la Chine? Merci. Voilà, on va commencer par le vice-premier ministre et puis nous allons revenir sur le ministre des Finances pour les réponses. Luanda, ça me permet aussi d'introduire les débats, les échanges sur la question. Vous savez que depuis que le président Lourenço a été désigné par l'Union africaine facilitateur du dialogue entre la RDC et le Rwanda, il n'a pas eu l'occasion de réunir la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont il assure la présidence en exercice. Il est donc apparu nécessaire que le président Lourenço, qui fait la médiation, si vous voulez, escalité, parce qu'il a été désigné médiateur selon les principes de la subsidiarité, de la complémentarité, qui veut qu'en pareille circonstance, dans différents pareils, on commence par la communauté régionale. Donc, à bon droit, il a jugé utile de réunir ses pairs de la CIRGL pour leur faire un compte-rendu, un rapport sur le travail qu'il fait, et ce faisant aussi, les impliquer dans la démarche. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas que l'IAC ou la CAE et la SADC, mais la CIRGL aussi est concernée. OK? Donc, premier aspect. Deuxième aspect, nous sommes en mi-parcours avec le processus de Luanda et de Nairobi. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas encore
a obtenu les résultats escomptés, que ce n'est pas terminé. Le chemin est encore long. Et vous savez qu'en février de cette année, il y a eu des réunions à Addis Abeba. D'abord, le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est avec le président Lourenço, et ensuite le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui fait un peu le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies, et puis le Conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion des ministres des Affaires étrangères, et enfin, toujours en février, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique. Et toutes ces instances ont approuvé, je ne dis pas approuvé en fait, ont déclaré leur soutien à la feuille de route de Luanda qui a été adoptée le 23 novembre de l'année dernière lors du mini-sommet, dit mini-sommet de Luanda. C'est en fait la feuille de route qui a programmé ce qu'il faut faire pour qu'on ait la paix en RDC. Évidemment, il y a eu actualisation en cours de route. Et donc, c'était nécessaire qu'il y ait aussi une évaluation au niveau de la CIRGL qui regroupe aussi, c'est une bonne chose, beaucoup de pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous avez à la CIRGL le Rwanda, le Burundi, la RDC, la Zambie, le Kenya, pratiquement tout le monde est là. Tout le monde est là. Et donc, c'était aussi l'occasion d'évaluer, de voir là où nous sommes, qu'est-ce qui reste à faire. Grosso modo, tout le monde a constaté qu'il y a une fausse accalmie actuellement. Pour ne pas dire qu'on va dans l'enlisement, nous ne sommes pas pour ça. Nous, en tout cas, en RDC, ça n'est pas ça. Le président Lourenço est aussi conscient de cela. Il fallait donner du souffle nouveau. Il fallait en tout cas un peu plus d'énergie pour que ce qui a été convenu soit réalisé, notamment la vraie cessation des hostilités, le vrai retrait par les simulacres de retrait, on pourra en parler, le pré-cantonnement, le cantonnement, le désarmement et l'intégration. Le moment venu, le président a été très clair là-dessus, c'est un élément important. Le président a rassuré ses collègues, ses homologues, sur le fait que la RDC ne refusait pas que le M23 s'intègre dans le programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion sociale. Programme qui y a par rapport à Nairobi pour expression, les consultations politiques que le président Tshisekedi a initiées sous la médiation du président Uhuru, l'ancien président du Kenya. Voilà, grosso modo, de quoi il s'est agi. Et tout cela a été consolidé de la manière la plus claire. Et ce qui est important, c'est qu'en plus de ce que vous connaissez, maintenant, ce qui est sorti, le communiqué de Luanda, qui est ici, intègre les éléments suivants. Premier élément, il faut programmer le retour des Congolais déplacés à leur domicile. Il faut programmer le retour de l'administration congolaise. Et ça, il faut le retenir. Tout le monde dit, urbi et orbi, qu'il faut respecter la souveraineté de la RDC, l'intégrité territoriale. Tant mieux. Mais, question, Bunangana, Kibumba, je crois, Rutshuru, et j'en passe. On nous a dit que l'M23 se retirait. Et ces espaces-là sont sous la souveraineté de qui? Des Ougandais qui sont là, des Kenyans qui sont là, des Burundais qui sont là. Donc la communauté internationale doit être conséquente. Si vous dites qu'il faut respecter la souveraineté de l'État congolais, il faut que l'administration congolaise soit là. Il faut que l'État congolais exerce son impérium dans ces espaces-là. Et la question est traitée dans le sens de dire oui, il faut le retrait, il faut prévoir aussi ça. Comme ça, on voit qu'effectivement, il y a le retour de la souveraineté et que vraiment il y a un vrai retrait. Ça a été traité également, bon, sans compter le fait que la CIRGL s'est impliquée et le moment venu, selon les questions, nous allons nous étendre sur cet aspect des choses. Alors, maintenant, ce qui est important par rapport à votre question, c'est que ces processus-là sont en marche. Il y a
des embûches. Le chemin, le parcours n'est pas aisé. C'est normal. C'est un peu comme une course à obstacles. Mais le président de la République est déterminé, le gouvernement également est déterminé. Donc de ce côté-là, il ne faut pas, je m'excuse, vous faire beaucoup de soucis. D'ailleurs, à l'occasion de Luanda, la CIRGL a félicité l'Angola d'avoir décidé de déployer ses troupes, son contingent, au lieu du précantonnement. Les lieux, c'est précisé maintenant, c'est, comment dirais-je, c'est Rumangabo. La CIRGL a aussi noté avec satisfaction la décision prise par la SADC il y a quelques semaines à Windhoek de déployer un contingent dans le cadre de la force régionale SADC pour soutenir la RDC. Et la CIRGL aussi a approuvé l'idée, la décision prise par l'Union africaine d'organiser le sommet de coordination à Luanda, et nous avons fixé ce pour le 23. Et d'ailleurs, c'est dans votre dernière question, la quadripartite. Pour quelle raison? Ne faisons pas de théorie. Maintenant, là, vous avez les troupes de l'EAC, ok? Avec les Kenyans, avec le Burundais, avec les Ougandais. Ça existe, ça je n'invente pas. Vous avez les troupes de la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous avez nos propres forces nationales. Et bientôt, vous aurez la SADC. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan politique et diplomatique, vous avez toutes ces communautés. Vous avez l'Union africaine, vous avez les Nations Unies. Attendez un peu là. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. Surtout si on ne sait pas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Nous sommes à l'approche des élections. Tout cela doit être clarifié. Alors, c'est pour cela que, déjà l'année passée, en septembre, lorsque nous étions à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu une réunion en marge de la session qui réunissait M. Jean-Pierre Lacroix, qui est ici d'ailleurs, avec le secrétaire exécutif de la SADC et les ministres des Affaires de la SADC, dont moi-même au nom du chef de l'État. Nous avons posé le problème de la coordination. À Addis Abeba, on en a parlé aussi. Et même à Windhoek, on en a parlé. Voilà, l'occasion nous sera offerte de finalement situer chacun là où il est. Les Nations Unies vont faire quoi? Le tout, j'insiste, et je voudrais que tout le monde comprenne ça au niveau de la communauté internationale et nationale, le tout évidemment dans le respect des règles de la souveraineté de la RDC, qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot. Et selon ce que nous voulons faire, selon, si vous voulez, l'idée, la nécessité pour nous d'être la première force dans notre pays. Parce que c'est nous qui devons défendre notre pays. C'est très clair. Qu'on comprenne, on ne sous-traite pas. Parce que nous entendons à gauche, à droite, les gens qui parlent de la sous-traitance ou de l'externalisation de la défense du pays. Non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. Voilà. Alors, il y avait évidemment un petit commentaire sur sa question par rapport au G7, les Américains. Ah oui, oui, je vais vous répondre. Non, non, non. Je comprends parce qu'il y a un frémissement de ce côté-là. On pose des questions, mais attendez là. Est-ce que vous savez que les plus grands partenaires des Américains sur le plan économique et commercial, c'est qui? C'est la Chine. Et vice-versa. Vous comprenez? Alors, comment vous, les Congolais, vous pouvez vous dire que nous ne pouvons pas coopérer avec les autres parce qu'il y a la Chine, il y a les États-Unis? Non. Je vous ai répété les paroles du président en février l'année dernière lorsqu'il a honoré les ministères des Affaires étrangères en venant, si vous voulez, lancer les travaux de la deuxième conférence diplomatique. Nous avons de partenaires traditionnels, nous tenons à eux. Mais en même temps, nous voulons élargir le cercle de nos partenaires pour profiter des progrès de technologie, des progrès généralement scientifiques
et les masses, le flux financier qui sillonne l'humanité tout entière. Comme je vous ai dit, les Américains font avec les Chinois et ainsi de suite. Donc voilà, là, il n'y a pas de confusion. Alors, on va prendre les réponses du ministre des Finances. Bien, je crois que pour la première question sur mine contre infrastructure versus partenariat global et stratégique, ce n'est pas tout à fait comparable. Mine contre infrastructure, c'est un partenariat spécifique sur un domaine précis. Mais le partenariat global et stratégique, il est, comme son nom l'indique, global. C'est la philosophie générale de notre partenariat. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais dans le premier partenariat mine contre infrastructure, il était clair que ce partenariat n'était pas équilibré. Il n'a pas été bien négocié et certainement il n'a pas été bien mis en œuvre, bien suivi. Et les responsabilités sont partagées. Mais le Congo est responsable de ce qu'il signe. Donc quoi qu'il arrive, le Congo doit veiller à signer des choses équilibrées. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le suivi n'a pas été à la hauteur. C'est ce que nous voulons corriger maintenant. Et nous voulons le faire en toute amitié avec la Chine. Il est important que, et ça c'est un point de la relation, c'est que s'il y a un différend, qu'on le règle en toute amitié. Qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse la guerre parce qu'on n'a pas une compréhension commune ou bien on estime qu'il y a une divergence d'intérêts ou qu'il y a un déséquilibre. On en parle et on le règle. C'est ce qui est en train d'être fait. Et c'était important qu'il y ait cette visite au sommet en Chine parce qu'elle réaffirme le fait que la Chine est et restera un partenaire prépondérant pour ce pays, mais elle réaffirme également le fait que nous tenons à ce que ces partenariats soient gagnant-gagnant. Et nous avons la responsabilité de veiller à ce que nous signons soit équilibré. Et c'est ce que nous essayons de faire, et c'est pour ça que cet accord est en cours de renégociation. De la même manière que nous avons eu une rectification à faire sur le contrat TFM. Une rectification sur la base de données erronées que TFM, que l'entreprise chinoise a hérité de son prédécesseur, qui était américain d'ailleurs. Donc nous ne visons pas un pays, nous visons l'équilibre des accords. Nous voulons des accords justes, quel que soit le pays partenaire. Il se trouve que la Chine est aujourd'hui le premier investisseur en RDC et donc c'est tout à fait légitime pour nous de le faire avec les Chinois. Mais ce n'est pas la Chine qui est en cause, c'est l'accord qui est en cause et nous le corrigeons. Donc c'est important de le souligner. Maintenant, lorsqu'on parle de partenariat global et stratégique, eh bien c'est parce que nous voulons élargir la perspective et la vision et parce que nous savons qu'au moins pendant un temps, nous resterons très liés. Plus de 90% des minerais que nous produisons ont comme orientation la Chine. Le cobalt et pour une bonne partie le cuivre. Et la Chine qui est le premier pays de transformation du cobalt à l'échelle mondiale. Donc nous resterons liés pendant un temps. Mais nous avons nos propres objectifs stratégiques. Le VPM les a mentionnés. Nous voulons transformer localement, nous voulons que la valeur ajoutée reste sur le territoire. Donc c'est tout à fait normal que nous mettions en avant nos objectifs stratégiques et que dans la discussion avec la partie chinoise, que l'on prenne en compte les objectifs stratégiques des deux parties. Et cela va nous conduire à des partenariats qui soient plus équilibrés et qui répondent davantage aux objectifs stratégiques à long terme de notre pays. Et à l'heure actuelle, ce qui est à l'ordre du jour, pour le secteur minier du moins, c'est la transformation locale de nos minerais. Voilà un exemple. Un autre exemple que je peux donner sur le cobalt, pour aller rapidement, c'est que nous avons une bonne partie du cobalt qui est acheté par des entreprises chinoises et qui est issu de l'artisanat, des artisans. Nous estimons que là aussi, il y a des progrès à faire sur le plan du respect des normes sociales, environnementales, fiscales, etc. Nous travaillons avec les Chinois dans ce sens. C'est ça le partenariat global. Nous parlons à la partie chinoise. Nous avons eu de longues discussions avec les ministères concernés en Chine et ils se sont engagés à parler à leur secteur, à leurs entreprises pour que nous soyons convergents sur le respect de ces normes,
sur le respect de certains principes, que ce soit des principes d'éthique ou des principes simplement de gouvernance d'entreprise. Donc voilà en résumé, mais il n'y a pas de problème. Et comme l'a si bien dit le VPM, la Chine aujourd'hui, à l'échelle mondiale, c'est difficile de faire sans la Chine. Aucun pays au monde peut faire sans la Chine. À plus forte raison, la RDC, ce qui est important, c'est de faire bien. De faire bien pour le bénéfice global des pays partenaires et de l'humanité, raison pour laquelle la question de l'environnement était également au centre des discussions. Il y a eu aussi un accord portant sur l'environnement. L'autre question que vous avez posée concernant la DGI, là aussi c'est important, là on revient sur nos questions intérieures, c'est important de rappeler que très souvent il arrive malheureusement que peut-être par déficit de communication ou bien peut-être parce qu'on se précipite de parler avant de lire, avant de réfléchir, on va vers des situations de conflit ou de différends qu'on aurait pu éviter. Ici, j'ai entendu dire par une certaine presse que j'avais mis fin à la prime de plus-value, ce qui est archi faux. Je n'ai jamais mis fin à la prime de plus-value. La prime de plus-value pour les années 2021 et 2022, elle a été payée conformément à l'engagement que nous avons pris, le ministère des Finances et les régies, les trois régies, à travers les contrats de performance. Les contrats de performance, c'est un accord bilatéral entre le ministre des Finances et le responsable de la régie. Je l'ai signé avec les trois régies et ces contrats de performance, c'est un peu la loi des partis, pour parler comme les juristes, c'est ça qui fait foi. Et c'est ça qui nous a conduit en 2021-2022 et c'est ça qui m'a amené à payer les primes de plus-value. Maintenant, il y avait depuis 2019 un arrêté qui ne concernait pas les trois régies, mais une seule régie, la DGI, un arrêté qui traitait de ces questions liées à la plus-value. Mais cet arrêté, qui est fondé sur un décret du Premier ministre, a révélé quelques incohérences dans les termes et dans les concepts, notamment lorsqu'on parle de prime de contentieux minimum garanti, alors que dans le corps du texte, on parle de prime de plus-value. Donc il y avait une série d'incohérences qui faisaient qu'on ne savait plus très bien de quoi on parlait. Alors que dans le contrat de performance qui concerne les trois régies, on parlait très clairement de prime de plus-value. Et donc, dès lors que le contrat de performance réglait le problème de la prime de plus-value, il fallait remettre de l'ordre sur l'arrêté qui non seulement présentait quelques incohérences, mais ne concernait qu'une seule régie. Et pour remettre de l'ordre, la première des choses, c'est de le retirer et puis de discuter et formuler un nouvel arrêté, s'il le faut, pour clarifier les choses. C'est ce qui a été fait. Et j'ai retiré un arrêté qui était partiel et partial parce qu'il ne concernait qu'une seule régie pour que nous puissions régler cette question au niveau des trois régies. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, la DGDA et la DGRAD ne sont pas concernés par toute cette discussion parce qu'ils ne sont pas concernés par l'arrêté, alors qu'ils ont touché leur prime de plus-value telle que je l'ai souhaité à travers les contrats de performance. Donc nous allons régler ces problèmes. Il y avait un problème d'équité. Il fallait traiter pour les trois régies et pas pour une seule. Et il y avait des problèmes d'incohérence sur le plan du droit. Nous allons les régler également. Et pour cela, nous le ferons dans le cadre du dialogue social qui est maintenu. Le dialogue se poursuit avec les syndicats. Il n'a jamais été rompu. Et nous allons, je crois que demain déjà, je pourrais peut-être déjà commencer à en rencontrer. Nous allons apporter le débat, même au niveau du Premier ministre, puisqu'il y a un décret qui est concerné. Et nous allons certainement clarifier les choses, trouver des solutions. Donc, je trouve dommage qu'il y ait beaucoup de tensions, beaucoup de bruit pour un problème qui, en réalité, n'en est pas un et qui peut se régler, si problème il y a, de la manière la plus simple et la plus paisible possible, puisque le dialogue est ouvert et permanent. Voilà. Maintenant, je veux terminer sur ce qu'on paye aux régies. Je l'ai déjà dit et répété, je l'ai dit dernièrement sur Télé 50. Faut-il que je le redise encore? Les régies reçoivent les salaires, la rétrocession des 5%,
40% des pénalités sur les primes de contentieux, sur les contentieux encaissés, et puis la prime de contrat de performance. Voilà la situation. Ils sont plutôt bien nantis. On va prendre la prochaine question, Pichumumba. Vous avez vu que le premier intervenant nous a pris beaucoup de minutes. On va essayer de gérer le temps, donc aller droit à l'essentiel, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Je reste sur, excusez-moi, sur l'actualité brûlante avec justement les revendications de la DGI. Et là, je m'adresse au ministre des Finances. Vous parlez d'un dialogue social qui n'a jamais été rompu, mais évidemment, l'intersyndical vous accuse d'avoir toujours fermé vos portes pour des échanges directs. Une deuxième préoccupation, Monsieur le Ministre, doit-on clairement comprendre aujourd'hui que les contrats de performance incluent en son sein cette prime des plus-values et qui gagnent finalement aujourd'hui les régies financières au-delà de leur salaire? Une dernière préoccupation au porte-parole du gouvernement, c'est au sujet de la sortie médiatique de l'état-major des renseignements militaires, ex-DEMIAP, dans l'affaire Salomon Kalonda, une sortie qui suscite déjà des réactions. Quelle est la réaction du gouvernement quand on sait que les camps de Salomon Kalonda le présentent depuis son interpellation comme une victime politique du régime Tshisekedi? Cette communication des renseignements militaires valait-elle sa peine quand on sait que les enquêtes se poursuivent? Salomon a-t-il agi en solitaire au regard des griefs retenus contre lui ou derrière lui, il y aura d'autres acteurs qui seront impliqués? Je vous répondrai tout à l'heure. Monsieur le ministre des Finances, comme vous étiez déjà dans la veine. Donc d'abord, dialogue rompu, non. Le dialogue n'est pas rompu. J'ai eu une réunion avec les syndicats il y a un mois, si je ne me trompe pas. On a promis de se revoir encore, mais la date n'a pas été fixée. Et le dialogue est permanent, soit avec moi directement, soit à travers mon cabinet. Il est permanent. Et là, au moment où nous parlons, le dialogue est en train de se faire. Même si ce n'est pas moi directement qui parle avec eux, mais il est en train de se faire et il va se poursuivre. Je vais monter au créneau d'ici demain et nous allons continuer de dialoguer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des contrats de performance, en quelle langue faut-il le dire? Je le dis de la manière la plus claire. Les primes de plus-value sont prévues dans les contrats de performance et pour ce qui est des années 2021-2022, elles ont été payées. Voilà. Maintenant, en 2023, il n'y a pas encore de plus-value. J'espère qu'il y en aura. L'année n'est pas encore finie. Travaillons d'abord pour qu'il y en ait. Comme ça, on pourra payer ces primes pour 2023. Mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Voilà. Pour revenir à votre question, je l'ai disais il y a quelques jours d'ailleurs sur le plateau de France 24 que les services de renseignement communiqueront à propos. Je pense qu'ils ont fait la communication. Il y a une procédure qui suivra. Je ne suis pas magistrat, j'en ai un à ma droite. Je crois qu'il faut laisser les enquêtes suivre leur cours et aller donner du résultat. Par contre, si je peux me permettre un commentaire sans aller dans le fond de ce qui a été dit, vous avez vu qu'au cours de ma prestation sur France 24, j'avais clairement relevé le fait que l'un des candidats de 4 d'ensemble n'avait pas clairement cité le Rwanda depuis les débuts de cette crise. On m'a traité des menteurs, il y a eu tous les noms et toutes les critiques. Heureusement que j'ai un ange gardien qui me protège. Mais cela dit, il a été défendu par l'armée numérique du Rwanda. Ils ne se sont pas cachés. À renfort des trolls, je ne voudrais pas leur faire leur publicité en citant les noms. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent et ça paraît bien suspect. Dans un contexte où nous sommes tous en train de nous battre pour mettre fin à la guerre d'agression, que lorsque j'attire l'attention de quelqu'un qui se présente comme un candidat, donc potentiel président de la République, qui doit avoir une stratégie claire, d'abord dans la compréhension du problème, on n'est pas agressé par les M23, je n'ai pas besoin de connaître le droit international pour savoir que c'est un pays qui peut agresser un autre, pas un groupe armé. Lorsqu'on fait cette analyse, c'est pour vous permettre justement d'avoir une vision plus précise et de bien expliciter votre pensée sur votre stratégie pour amener la paix à l'est du pays. Ce n'est pas vous offrir un prétexte pour montrer qu'en réalité, vous êtes excellent dans les insultes et vous faites appuyer par l'armada de ceux qui combattent la RDC. Ça pose évidemment des questions. On attendra les résultats de l'enquête. Il n'est pas de bon droit pour nous, gouvernement, de commenter cela. J'espère ne pas m'être trompé, monsieur le magistrat, dans votre peau. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la séparation de pouvoir. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui le dit, donc nous suivrons comme vous. On va prendre la question de Mme Ange Kasson.
Bonjour, chères excellences. Je vais poser une question en lien avec la société privée des Émirats Primera Gold. Un document qui est parvenu à la presse indique qu'il y a eu qu'une société privée, donc qui porte le nom de Primera Gold, a désormais, depuis décembre 2022, le droit d'exploiter exclusivement l'or en RDC et le coltan artisanaux. Pouvez-vous nous en dire plus sur la question? Cela veut dire quoi concrètement, s'il faut expliquer à un Congolais lambda ce que regorge ce contrat? Et pourquoi le contrat, en tout cas en lisant le document, précise qu'il y a un taux d'imposition préférentiel inférieur à ceux des autres exportateurs? Ma deuxième question, c'est en lien avec les Jeux de la francophonie. Excusez-moi de poser la question. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Donc, on est à moins de 2 mois des Jeux de la francophonie. Il y a quelques semaines, vous avez fait le tour des différents sites où vont se dérouler les Jeux. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les entreprises qui sont chargées de produire des travaux ont une deadline? Est-ce qu'il y a une date butoir pour savoir quand est-ce que les sites seront disponibles, utilisables également? Merci. Alors, on va commencer par le ministre des Finances. Ensuite, on terminera par le président. C'est lui qui s'occupe de l'organisation des Jeux. À ma droite. Monsieur le ministre. Bien, merci Patrick. Madame, vous êtes de Reuters, c'est ça? Ok, l'agence Reuters, qui est une grande agence que nous respectons beaucoup. Mais je dois être très clair. J'ai vu les articles que Reuters a produits en rapport avec Primera, avec beaucoup de tapage, parce que Reuters est un grand nom. Donc lorsque Reuters sort un article, il y a une présomption de sérieux et d'influence qui est très forte. Et donc cet article a donné l'impression de questionner le fait qu'un pays souverain, la RDC, est signé avec une entreprise privée. Déjà ça. Et deuxièmement, on a voulu questionner le fait qu'on accorde des avantages fiscaux à cette entreprise privée et donc on est dans un cas possible de corruption. Ça a été dit d'ailleurs dans l'article, que ça laissait entendre que c'est fait pour partager l'argent par un groupe. Oui, mais écoutez, justement, c'est ça le drame. Mais nous gérons un pays. Nous gérons un pays en guerre, 30 ans d'exploitation illégale de nos ressources, notamment l'or, par le Rwanda, s'il faut le citer, et ça vous le savez, et cette mesure a été prise volontairement. Nous avons, dans le cadre de notre partenariat avec les Émirats arabes unis, qui était le principal pays de destination de l'or qui était fraudé chez nous et qui transitait par le Rwanda et vendu aux Émirats arabes unis. Mais ce pays partenaire est venu vers nous pour qu'on trouve une solution et trouver une façon de tordre le cou à cette contrebande, à cette fraude. Et c'est comme ça que c'est sur la recommandation de ce pays, dans le cadre bilatéral, qu'on est allé vers cette JV avec cette entreprise qui s'appelle Primera, qui est une entreprise de droit des Émirats arabes unis. Et donc, la partie congolaise, on a créé Primera RDC, Primera Gold RDC, qui est de droit congolais, mais c'est une JV, une joint venture signée avec une entreprise émiratie. Et donc ça a été fait exprès pour contrer la contrebande, l'or du sang qui passait au Rwanda. Et pour ce qui est de l'avantage fiscal, je vais vous dire quelque chose. Suivez-moi très bien. En 2021, fin 2021, lorsque nous étions à l'Assemblée en train de préparer le budget 2022, j'avais moi-même, dans la stratégie fiscale pour 2022, en vue de réduire la fraude sur l'or, j'avais obtenu de l'Assemblée, et notamment de la commission ECOFIN, que l'on réduise l'imposition à l'exportation de l'or artisanal, justement dans le but de nous rendre plus compétitifs que le Rwanda, qui faisait un dumping fiscal. Nous avons obtenu ces réductions des droits, mais comme par miracle, à la fin du processus budgétaire, comme par miracle, je dis bien, nous avons vu réapparaître l'ancien taux, c'est-à-dire l'avantage qu'on avait pu obtenir pour nous rendre compétitifs, a disparu du texte du budget qui a été validé à la fin et promulgué. Et cela nous a mis la puce à l'oreille. On a compris qu'on était dans un environnement compliqué. Et donc,
on a raté le coche en 2022, et puis on a eu ce rapprochement avec les Émiratis, et dans la discussion, il était clair que pour qu'on puisse contrer la contrebande, il fallait qu'on soit plus compétitif que le Rwanda, et qu'on soit en mesure d'acheter. Et nous perdions la compétitivité sur 2 critères. D'abord la fiscalité, le droit à l'export, et ensuite les frais financiers. La manipulation de devises, chez nous, elle coûte cher, 1% par retrait, etc. Le Rwanda, malin, a pu être plus compétitif que nous sur ces 2 critères. Vous savez que toutes les devises qui viennent au Congo finissent au Rwanda, notamment le cash en dollars. Parce qu'on ne paye pratiquement rien, la gestion des devises au Rwanda est beaucoup moins chère qu'en RDC, y compris les transactions bancaires. Deuxièmement, sur la fiscalité, elle était plus avantageuse. Voilà pourquoi nous perdions tout notre or qui allait au Rwanda. Et cet or, vous savez comment il était récolté. Il passait la frontière sans que l'on n'y voyait que du feu, et il fallait arrêter cela. Donc, nous avons trouvé cet accord. Il fallait avoir un opérateur qu'on pouvait contrôler. On a fait la JV. Cet opérateur devait avoir la capacité financière de racheter l'or, et il l'a, et c'est comme ça qu'on a mis en place cette JV, et nous en sommes très fiers. S'il fallait le refaire 10 fois, 100 fois, nous le referons, parce que nous l'avons fait pour l'intérêt supérieur de la RDC. Alors, quand je vois des gens qui viennent vouloir nous faire croire que nous sommes dans la petite corruption, alors que nous sommes en train de faire quelque chose de salvateur pour sauver le pays sur une question essentielle, je n'ai pas d'autre mot à dire que ces gens sont complices de nos ennemis, de ceux qui nous affrontent, de ceux qui nous agressent. Il n'y a pas une autre explication. Et c'est dommage qu'une agence aussi prestigieuse que Reuters soit le relais de ce type de propos. Parce que je sais que Reuters n'a rien à voir avec ça. Mais il n'empêche que c'est sorti dans Reuters. Ça a été écrit dans Reuters. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'autre conclusion à tirer que la personne qui a écrit cet article est de mèche avec nos ennemis. C'est tout. Voilà, on va prendre la réponse du VPM sur la question de la francophonie. Et je crois que ce qu'a dit le ministre de l'Information est extrêmement clair. Et en plus, il s'est réservé. Mais s'il devait aller jusqu'au bout pour dire ce qui est en train de se passer, moi j'avais parlé il y a quelques jours de candidat de Kigali, candidat président de la République de Kigali. Tout ça est en train de se dévoiler. Comme quoi, le temps révèle tout. Et donc, nous sommes dans une grande bataille. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas induire en erreur les Congolais. Dans ce contrat avec Primera, il n'y a pas la moindre compromission. Et je le sais parce que j'ai piloté ces négociations. C'est une JV. On est, je crois, à 45, 55, quelque chose comme ça. Et donc, le sacrifice que l'on fait en fiscalité, on le fait pour être sûr qu'on siphonne l'or qui allait au Rwanda en fraude. Et on touche quand même une fiscalité et on récupère en dividendes puisque nous sommes actionnaires. Il n'y a pas meilleur deal. Et ça, ce n'est qu'une première étape. Après, il y a la transformation. Aussi bien sur l'or que sur le coltan et le reste, il y a une partie minière, il y a une partie industrielle. Et donc, c'est le plus beau, de mon point de vue, c'est l'un des plus beaux contrats qu'on a pu signer ces 2 dernières années. Mais une stratégie aussi pour contrôler la traçabilité de minerais, Exact. comme quoi diplomatie rime avec mine, avec finance, etc. Exact. Mais on va... Ce que vous dites, monsieur le ministre, est tellement vrai que je profite de cette question, de la réponse de mon collègue pour dire que lorsque nous avons présenté le programme du gouvernement à l'Assemblée en matière de coopération et lorsqu'on a organisé la conférence diplomatique, n'oubliez pas, nous avions entre autres objectif d'attirer les partenaires extérieurs, les pays qui veulent acheter Congo en termes de matières premières, de ressources naturelles, de venir directement traiter avec le pays au lieu de passer par des fraudeurs, de passer par des gens qui pillent notre pays, et ceux qui achètent, en droit on les appelle des resellers, parce que des produits tirés du Congo de manière frauduleuse, vous comprenez. Et c'est dans ce sens-là, parce que je m'occupe en même temps de la coopération bilatérale et multilatérale. Lorsque nous avons commencé les contacts avec les Émirats arabes unis, nous avons fait prévaloir cet élément. Comme en Chine, lorsque nous sommes partis avec le président, nous avons dit aux Chinois, pourquoi passez-vous par
comment dirais-je, des sentiers qui côtoient la criminalité économique. Nous sommes ouverts, venez, on travaille avec vous, traitez directement avec nous. C'est ce qu'ils ont fait à travers ce contrat-là. Au lieu que ça passe ailleurs, venez chez nous, transformer, donner de la valeur ajoutée, on discute. Gagnant-gagnant. Si vous avez besoin d'avantages fiscaux, comme dit le ministre Nicolas Kazadi, on en discute. Donc, on est en train vraiment de lutter en même temps contre le pillage de nos ressources. Voilà. Alors, la francophonie. D'un mot, oui, les Jeux auront bel et bien lieu, je crois, du 28 juillet, si je ne m'abuse. Comment? Au 6 août. 8. 6 août. 6 août, oui. De 28 au 6 août. Ils auront bel et bien lieu. Je demande aux Congolais qui vont y participer de s'entraîner très bien. Je demande aux Congolais qui vont participer du côté culturel d'être en mesure de vendre notre culture et de démontrer que nous avons des jeunes que vous êtes, qui sont capables de beaucoup de choses, qui peuvent contribuer, si vous voulez, au rayonnement de la langue française et à la multiculturalité de la francophonie à travers l'espace francophone et à travers le monde. Donc, de ce côté-là, il faut être rassuré. Solange, ça va, il n'y a pas longtemps que tu es là. Bon. les infrastructures seront prêtes? Les infrastructures, ça dépend de quel type d'infrastructure et de quel type de travaux. Il y a des travaux qui vont continuer absolument, mais puisque les travaux de surveillance et d'entretien, certains travaux de réhabilitation peuvent continuer jusqu'au mois de juillet. Mais sachez bien qu'au plus tard à la fin de ce mois, tout sera terminé. D'ailleurs, cette semaine, je vais recevoir les délégués des pays membres de la francophonie qui vont envoyer des athlètes participer aux Jeux pour que nous puissions faire des dernières mises au point. Je crois que le 8, c'est pratiquement après-demain. Hein? Jeudi le 8, c'est jeudi le 8. Donc, soyez soulagés, ça sera bien. Et je demande à tous les jeunes francophones de venir nombreux, à tous les jeunes Congolais de venir accueillir les jeunes de l'espace francophone et d'échanger avec eux parce que nous construisons tous la civilisation de l'universel. Voilà, on va prendre la dernière question pour terminer parce qu'on a débordé sur le temps d'antenne de la RDC, de la RTNC, excusez-moi, Alain Waikani. De toute façon, Madame Ange, le président de la République lui-même s'est déjà plusieurs fois déplacé pour faire le tour de différents sites des Jeux. Je pense que nous allons faire d'autres visites avec le VPM pour nous assurer. La bonne chose, c'est que j'ai constaté que dans la salle, les journalistes sont prêts parce qu'ils ont parlé du 28 au 6 août. Ça veut dire qu'ils s'impliquent déjà dans l'organisation. Ce sera le grand rendez-vous pour lequel nous allons tous nous activer. Alain Waikani, allez-y. Bon, on prendra rapidement une dernière question en lingala pour terminer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur le VPM, je profite. J'ai une question que j'avais posée au porte-parole, ça fait longtemps. Il avait promis de vous ramener. Nous sommes dans la EAC, nous siégeons, on a presque ratifié tout ce qu'on devait ratifier, mais les Congolais de l'Est surtout se posent la question, qu'est-ce qui se passe avec les visas? Parce que nous savons, cette procédure-là se passe entre les autres États. Les free movement, ça visa, mais à Goma, Bunia, Magui, on continue à payer les visas. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Monsieur le ministre Nicolas, on a tous suivi avec l'IGF, il y avait beaucoup de choses qu'on avait reprochées, par exemple, dans cette histoire que vous avez mentionnée, Sicomine et tout. Vous dites qu'il y avait des différends qu'on a déjà arrangés. Qu'est-ce qui a été arrangé pour que les Congolais qui ont suivi ce qu'on a eu avec l'IGF, tout ce qu'on a dénoncé, comprennent aussi, voici ce qu'on avait dénoncé et voici ce qu'on a arrangé, par exemple. Voilà. Qui commence, VPN Bon, on y va. Les visas, non, je crois qu'il faut être un peu patient. Hein. Lorsque vous adhérez à une institution ou à une organisation, la phase qui suit, c'est la phase d'harmonisation des législations, la phase d'harmonisation des instruments juridiques et la phase au cours de laquelle on prend des mesures d'application. Okay? Malheureusement, un peu, il y a cette affaire de l'Est qui dérange un peu parce qu'il faut reconnaître quand même que la priorité, c'est la restauration de la sécurité à l'Est. Mais sinon, les services techniques sont à pied d'œuvre pour finaliser tous les actes additionnels.
Voilà, Monsieur le ministre des Finances. Oui, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, TFM est le principal dossier qui a été réglé, quasi définitivement. Et on avait la question des réserves, qui était le plus gros dossier TFM, la question des réserves qui est un héritage de l'ancien, issu de l'ancien propriétaire de l'entreprise qui s'appelait Freeport. Cette question il y a eu de longues négociations, de très longues négociations au sein d'une commission mise en place à cet effet. Et là, ils ont pu atterrir sur un accord autour d'1 milliard, 1,2 milliard je crois, à payer sur 5 ans. Et qui va bientôt démarrer. Et donc, ça, c'est la question des réserves a été quasiment réglée. Il y avait une autre question liée au paiement des super-profits. Celle-là également, elle était en suspens. Et nous avons pu la régler juste avant d'aller en Chine. Et TFM a procédé au paiement qui restait concernant les super-profits. Alors, pour Sycomine, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu de temps suffisant avant le voyage pour régler le problème. C'est un gros dossier et il est en cours, une commission est en place et donc on saura dans les prochaines semaines comment on atterrit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va rectifier les choses parce que la volonté affichée par les deux parties est de sortir de ce différend et puis d'aller de l'avant, de travailler sur l'avenir. Alors, vous pouvez relire à ce propos le compte-rendu du Conseil de ministres du 20 mai dernier. Le président de la République dressait plus ou moins la voie à suivre et quelques orientations qui donnaient au comité stratégique qui devait travailler sur la base d'une feuille de route. Nous y reviendrons évidemment dès que nous aurons plus d'éléments. Fabrice, pour terminer, une question s'il vous plaît. Merci. Matoni mingi Thomas Patrick Muyaya, nali mutuna moko na Thomas koyangera kamambi ya mosolo. Solo boti bon kotia mokoloto na mokanda boti bon kosala kuna na ekolo Chine. Nzokande tomoni na mokanda osalemaki na mibu mileki batalisi mbano tope litomba oyo Congo démocratique oyo kobongo kolonga na boyokani ya bikolo mibale banzela nzokande etongami te ya bino ezali nini esengeli kotalisa na bayi Congo démocratique litomba na bango ya masolo obote kosala na mboka ya Chine na ntoma koyangela kamambi ya bapaya bikolo minei tope mampinga minei oyo ezali koya kopesa maboko simbisi na mampinga ya ekolo Congo démocratique boko banga mbilinga te na mampinga wana solo boko zala penda na makoki ya kosenzela mampinga wana na Thomas Patrick Muyaya lelo engoma mokonzi Kisasa ezalaki bongo par terre na mambi matali grève solo bakumbi tukutuku tope ba chauffeur baboyaki bongo kosala misala bayimboka bakozela bongo eyano ya mbuna matali Congo démocratique ozalaki na mutuna moko ekomi mutuna misato po opesi mutu na mutu moko tokobanda na eyano ya VPM na makambo oyo etali basoda oyo ewuti na bamboka mosusu oyo baze pa na biso nazalaki kolimbola na kifrançais ete ya liboso tokozala na réunion moko tokosala le 23 na sanza oyo ya juin na Luanda wana tokozala bato bauti Addis Abeba Union africaine bato bauti côté à Libreville dans le Baboye parce que communauté des États de l'Afrique centrale bazaka na siège à Bangukuna bato bauti SADC donc na Botswana bato bauti EAC East African Community na Arusha tukutana kuna na kanisi Nations Unies pe bakozala poto yeba mutu na mutu pa na biso azali epai wapi pe aza kosala musala nini nyonso anefo sala mana ndenge biso bana mboka tolingi donc ya liboso fo bon lisanga wana ezali po toyokana malamu surtout que toza kokende mbango na esika ya maponami ya élection ya mibale epa mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi pe pa ya gouvernement boye bakatoa kosala maso pote makambo wana ya bapinga ya bamboka mosusu epa na biso esila ndeko loba nini
toya kosala makasi mpo basoda nyonso bazwa makoki mpona kokengela mboka mpe kokengela population na biso. Makambo wana tokómi mosika, ngai naza ministre ya défense te yaki kolimbela bino makambo wana kamara ndeko na ngai vice premier ministre Mbemba, me nayebi ke sika wana toza makolo, toza kopika makolo na ndenge ekoki. Naloba nini na ba mikolo eza koya ekozala lokola mbala oyo elekaki te. Il faut ezala très sûr. Ndenge nalobaka awa tala penepene wana bokumu eloko nini bendele ekokweya te. Zala na confiance epai ya président epai na bampinga na biso mpe elongo. Ndeko Nicolas Kazadi. Mais lingala neza mwa makasi. Mais lingala no eza kitoko. Trotine legi Luando. Nakokango te metikaka na loba. Donc oyo lobi na kanisi ozoloba ka même contrat wana ya sikomina. Donc na moment tozoloba il fallait basala banzela na ba infrastructure pour na mbongo lokola 3 milliards de dollars. Mais basaleli kaka à peu près 1 milliard. Donc batikali lokola na nyongo na biso ya 2 milliards. Ndenge tosignaka liboso. Mais tokotala après ba négociation tokosuka wapi na montant oyo esengeli bango bafuta na ndenge ya ba infrastructure. Mais on a raison à koloba ke biloko etongami te ndenge toyokanaki. Mais côté musu peza biso pour toujours retard mingi pour toloba ke tolingi boye to sala boye il faut biso pe tomi bongisa to e ba eloko nini tolingi to sala na ba 2 milliards wana. Mais peut-être que 2 milliards en gros ikoza sous 2 milliards te ko bakisama selon ce qu'on compare na ndenge bango ba exploiter ba minerai ndenge so tali mbongo yo société wana bimisi par rapport à o biso to zela pour to pesi bango ba avantage ebelé avantage fiscal avantage ebelé mais oyo tozwi ekokana na oyo topesi te. Donc total esika tosuka mais nayebi ke tokoyokana et puis ba infrastructure ekotongama po côté wana en tout cas ba chinois bayebi kotonga. Voilà, merci beaucoup na na yanonayo na mikolo ezali ko yabiso nyonso tokoloba chiluba tokoloba swahili po ba congolais bana na biso bisika nyonso bazali na motuna na ya suka à propos ya makambo esalamaki lelo na sololaki na ministre provincial ya intérieur monsieur Gratien Tsakala pe na sololaki na général Kasongo ezaki conflit moko entre ASECO association des chauffeurs du Congo na ACHACO je crois association des chargeurs bazai ko wela ba compétence balobi a bino ba chargeur il faut bokende kuna kota ba masuwa botike la biso ba chauffeur côté oyo. Il y avait aussi ba souci mususu balobi ba tracasserie policière ezaki mo nungu ezalaki côté wana kasi que ce soit monsieur Gratien Tsakala na général Kasongo balobaki na mkolo il fallait basala ba milulu ba réunion ba rencontre na bango baye banenge ya ko harmoniser donc un mususu basisi nanu milulu bazaki nangote toyeba o nini ba décider pour na lobby kasi décision ezwamaki ke makelele wana nyonso fosi là parce que c'est des questions il y a compétence provinciale mais obiso to koti na kati parce que Kinshasa eza miroir ya Congo pour na ko s'assurer que ville ezala na kimia. Alors on va terminer ces briefings monsieur le vice-premier ministre avec votre communiqué qui n'est pas une excellente nouvelle parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui sont morts au Soudan. Vous savez que nous suivons la question de près, nous en avons parlé en Conseil de ministres. Et donc, tout à l'heure, pendant d'ailleurs cet échange, le vice-premier ministre a signé un communiqué qui vous sera distribué à la fin de cet exercice. Je voudrais le lire très rapidement. Le ministère des Affaires étrangères et francophonie a appris avec une profonde consternation la mort de 10 Congolais tués par des bombardements effectués le dimanche 4 juin 2023 à 13h sur le campus de l'Université internationale d'Afrique au Khartoum. Des informations en possession du ministère des Affaires étrangères et francophonie indiquent que ces tirs mortels exécutés par l'armée régulière sur une zone occupée par des populations civiles et non armées, y compris des ressortissants des pays étrangers, ont grièvement blessé d'autres compatriotes qui se trouvent actuellement à l'hôpital militaire Koulia Trazi dans la capitale soudanaise. Voici les noms des Congolais tués par ces bombardements. 1. Kula Massamba. 2. Benjamin Vwangi Ibrahim. 3. Abdul Kilumboudi Goumoule. 4. Joseph Kamango. 5. Tabin Aboubakar. 6.
Georgette Nkabongalou Mumbanga. 7. Ismaël Patient Jean. 8. Bébé. 9. Farouk. 10. Rosa Patience Jean. Suite à ces drames qui viennent d'endeuiller la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre a reçu ce lundi 5 juin 2023 M. Moussab Altoum, chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa. Lors de cette entrevue, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a transmis à son hôte le message de tristesse et de protestation du gouvernement congolais. Monsieur le vice-premier ministre, voici en liminaire le communiqué que vous avez fait. Peut-être que spécifiquement sur ces sujets, comme les compatriotes ont été touchés, quels commentaires vous pouvez faire et quelles sont évidemment les dispositions que vous avez prises notamment pour prévenir les familles respectives? Bon, disons un petit complément là-bas, c'est que nous avons demandé aux chargés d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais, parce que vous avez suivi, ce sont les troupes régulières qui ont bombardé le campus universitaire pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité conformément à nos traditions aux côtés de leurs membres des familles. Et le gouvernement s'emploie à cela. Par ailleurs, il faut préciser également, parce qu'on peut se demander mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio. Nous avons fait un message sur les réseaux sociaux à tous les Congolais habitant le Soudan de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions. Vous avez vu que, par exemple, que les journalistes sont arrivés ici. Qu'est-ce que je dis? Les joueurs qui étaient avec Florent Ibenge, et je crois que la semaine passée, on a réussi à les rapatrier avec les moyens débloqués par le gouvernement au niveau de l'ambassade, parce que sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ce lot, parce qu'il faut payer les minibus et les gros bus à la frontière, et ça fait une longue distance pour quitter la frontière et arriver au Caire, prendre l'avion. Et nous étions dans ce processus-là. Ceux qui se sont trouvés à l'université, en fait, ils étaient là. D'ailleurs, on verra dans les images, il y en a des gens qui nous lançaient un appel à nous, le gouvernement. Évidemment, c'était venu après, mais les dispositions étaient en train de se prendre pour multiplier le nombre de bus qui devaient prendre nos compatriotes de la frontière soudanaise jusqu'à la ville, je crois, d'Assoua, et de là, l'avion jusqu'à Kinshasa. Donc nous continuons cela. Malheureusement, bon, ce qui est arrivé là, et ce qui nous fait très mal, c'est que c'est bon, ce sont les forces régulières qui ont largué des bombes, sachant que bon, il y a des étrangers là-bas. Et voilà, pour les familles, on a lancé des communiqués avec des noms pour que les familles se déclarent au ministère, que nous voyons comment intervenir pour organiser les obsèques de nos compatriotes qui sont morts au Soudan. Voilà, c'est sur cette note que nous allons terminer ces briefings, évidemment en présentant le condoléances du gouvernement aux familles qui ont été touchées. Monsieur le vice-premier ministre, merci de votre disponibilité à toujours rendre compte du travail que nous faisons. Autant, monsieur le ministre des Finances, nous n'avons pas terminé avec vous parce que je sais qu'il y avait des questions, notamment